Равнение направо! Le 9 mai 2015, se déroule à Moscou la commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pays rend hommage à ses 27 millions d'hommes et de femmes soviétiques et à la bravoure de l'armée rouge dont le sacrifice a permis de vaincre l'Allemagne nazie. Poutine a invité les dirigeants occidentaux à honorer la mémoire du peuple qui a payé le plus lourd tribut à cette guerre. Humiliation suprême, pas un seul chef d'État de l'Ouest n'a fait le déplacement. C'en est trop pour Vladimir Poutine, qui, dans son discours solennel, va délaisser la rhétorique diplomatique habituelle. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники решающие битвы Второй мировой. Была создана Организация Объединенных Наций. Сформирована система современного международного права. Однако в последние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества. Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость мирового развития. И нашей общей задачей должна стать выработка системы равной безопасности для всех государств. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Ce discours est prononcé en présence des présidents chinois et indiens, qui représentent, avec la Russie, près du tiers de la population mondiale et de sa richesse. Les alliés de demain, contre ceux que Poutine appelle les tenants de la force brute. Les 70 ans de la fin de la Grande Guerre patriotique, comme l'a nommé Staline, sont fêtés par le peuple lui-même qui converge ce 9 mai de toute la Russie. La grandeur russe, elle n'a quasiment qu'un seul épisode, c'est la victoire sur Hitler en 1945, et c'est le tournant du XXe siècle, c'est cette date essentielle. Donc toute la nouvelle idéologie se construit sur le passé. De là est sortie la puissante Union soviétique, et une Russie qui existe, ou qu'ils entendent voir renaître, et dont ils sont reconnaissants, Vladimir Poutine, d'affirmer qu'elle existe et qu'elle est puissante. Et c'est là qu'on se trouve, si vous voulez, devant ces difficultés que nous avons à comprendre la Russie. Ce qu'ils regardent avec, je dirais, intérêt, c'est la renaissance de leur pays. Знаете, сейчас, как сказать, историю пытаются переписать, что победила Америка. И основная заслуга в этой войне – это Россия, Советский Союз. Да, Россия. Pour la première fois, accompagné d'un cortège de 250 000 personnes, Poutine prend la tête du régiment immortel. Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну. Это показывает и является знаком того, что мы будем держать высоко планку, которую они поставили. Но это также говорит о нашей уверенности в себе, в своих силах и в счастливом будущем наших детей. Dans ses mains, un portrait de son père, Vladimir Spiridonovitch Poutine, qui fut l'un de ces millions de soviétiques qui combattirent pendant la Seconde Guerre mondiale. L'absence des Occidentaux en ce jour historique est donc autant une insulte à son égard
qu'à celui du peuple russe. L'année précédente, Poutine s'était rendu à la célébration du débarquement de Normandie en présence de tous les alliés d'alors. Mais quelques mois plus tard, il n'avait pas été officiellement invité aux cérémonies commémoratives de la libération du camp d'Auschwitz, pourtant menées par les seules troupes soviétiques. Ça, à mon avis, on est vraiment dans l'ordre de l'arrogance occidentale, à courte vue, stérile, et ce n'est pas comme ça qu'on reconstruira une relation différente et intelligente entre le monde occidental et la Russie, ce qu'il faudra faire à un moment ou à un autre. Ce mépris affiché des Occidentaux rappelle une époque que l'on croyait révolue. Après les liesses de la victoire de 1945, le monde retombait dans un conflit d'un genre nouveau, la guerre froide. Avec d'un côté l'OTAN, créée en 1949, rassemblant de nombreux pays occidentaux, et de l'autre le pacte de Varsovie, créé 6 ans plus tard pour lui répondre, regroupant les affidés du régime soviétique. Mais surtout, une propagande de ces deux blocs, pour lesquels tous les pays étaient conviés à choisir pour un bord ou un autre. Ces 45 années de guerre froide ont vu naître de multiples affrontements périphériques dans l'ensemble du monde, ainsi qu'un rideau de fer soviétique de 8500 km qui coupait l'Europe en deux. En 1989, puis en 1991, l'opinion mondiale fête la destruction du mur de Berlin, puis la fin du rideau de fer, et nourrit le rêve d'une réunification de la planète. Dans la continuité de la disparition de l'URSS, le pacte de Varsovie est dissous. Pourtant, l'OTAN continue d'exister. Les Russes subissent un vrai traumatisme. L'URSS pesait près de 300 millions d'habitants. Le lendemain, il n'en restait plus que 140 millions. Hier encore, citoyens d'une superpuissance planétaire, les voilà devenus des laissés-pour-compte d'un État démembré et mis sous tutelle. Это ферму развалил бы, и то его надо месяц было бы собирать. Ну, а тут же союз. Такое государство. Да, катастрофа была, конечно. I'm not sure we've absorbed the full impact, the full import of what happened. But communism died this year. By the grace of God, America won the Cold War. Но новость, конечно, большая была, это ясно, что он развалился. Тут развалили за ночь. Да. И подчеркнул. Et Bush père a souligné, elle est terminée, nous l'avons gagnée. Effectivement, l'URSS a admis sa défaite, et elle a tout simplement cessé d'exister. On peut facilement imaginer les sentiments d'un pays qui a été une superpuissance, qui s'est partagé le monde avec les États-Unis, un État qui contrôlait des territoires immenses dans les différentes régions du monde, et qui soudainement a perdu toute son influence et son territoire, et a été affaibli économiquement et militairement. Les États-Unis, grâce à leur armée de financiers dirigée par le maréchal Goldman Sachs, éradiquent l'ancien régime sans chars ni canons. Avec la complicité du nouveau gouvernement et d'un groupe d'oligarques russes fascinés par le pouvoir et l'argent, ils s'approprient pour une bouchée de pain des anciennes entreprises d'État et la manne des matières premières. La nouvelle Russie est devenue le pays malade de l'Europe. En réalité, personne n'est sorti vainqueur dans la guerre froide. C'est à Moscou qu'on a décidé de mettre fin à cette folie. Les consultants économiques américains sont venus et ont plongé le pays dans la misère. Une grande partie des ressources se sont retrouvées entre les mains d'entreprises internationales liées à des oligarques russes. La Russie a vécu la période la plus humiliante de son histoire. Après donc la fin de l'URSS, Russie. Les Russes ont perdu quelque chose comme 40% du pouvoir d'achat. 40%. Vous voyez ce qui se passe dans un pays d'Europe si par hasard il y a moins 0,5, des choses comme ça.
Donc c'est un choc gigantesque. Quand il y a eu la conférence de presse entre Boris Yeltsin et Clinton, et Yeltsin était un peu ivre, et Clinton il est entré en fou rire, ça a été diffusé partout, et cela a marqué la conscience nationale russe, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire, un président américain se moque autant en direct d'un président russe. Cet accident, qui pour certains n'était qu'un fait divers, il a marqué aussi des gens comme Poutine. Les Occidentaux ont vraiment cru qu'ils étaient les maîtres du monde, et qu'ils allaient pouvoir imposer sans difficulté au monde entier les droits de l'homme, la démocratie, le marché. Bill Clinton, qui a donné à tout ça un rayonnement particulièrement séduisant et sympathique, parlait de démocratie de marché. Déjà, la Chine avait adopté, pas la démocratie, mais enfin l'économie de marché, la Russie allait être obligée. On pensait qu'il y aurait quelques pays récalcitrants, mais qu'on allait réduire à coup de sermons, de sanctions, de bombardements, ce qu'on veut. Bon. Mais bien sûr, l'Occident a utilisé cette faiblesse, comme par exemple les États-Unis avec les bombardements en Yougoslavie. Ils ont ignoré les protestations de la Russie en faisant passer un message clair. Vous êtes trop faible pour être pris en compte. L'OTAN décide unilatéralement et sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer ses avions bombarder l'armée yougoslave afin de protéger les populations albanaises du Kosovo. La Russie, avec un Yeltsin à son crépuscule, se montre impuissante devant la mise au pas de son dernier allié européen. L'Occident n'a pas pensé que cela pouvait finir et que la Russie pourrait un jour protester de façon plus véhémente et sérieuse. C'était bien sûr un très mauvais calcul. Poutine est arrivé là-dessus. Il a été au fond l'homme qui recueillait tout le sentiment d'humiliation de son pays. Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Владимир Владимирович Poutine. Poutine est nommé Premier ministre en août 1999. Quelques semaines plus tard, une série de 5 attentats dans des villes russes fait plus de 300 victimes. Immédiatement, le gouvernement accuse les séparatistes tchétchènes. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. 2 terroristes sont arrêtés et le Kremlin clôt aussitôt l'enquête. Mais des journalistes russes découvrent que les terroristes en question étaient des membres du FSB, l'ex-KGB. Cela n'empêche pas le Premier ministre Poutine de faire intervenir dès le 1er octobre des dizaines de bombardiers durant plusieurs mois, attaquant sans répit Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Cette guerre fera près de 200 000 morts sur 1 million d'habitants. Le peuple est fier de la fermeté de son Premier ministre. 6 mois plus tard, il l'élise président de la Fédération de Russie. Poutine impose très vite sa verticale du pouvoir et sa démocratie dirigée, excluant les oligarques qui s'occupent de politique et les médias qui le critiquent. Les Occidentaux observent ce nouveau président avec une certaine confiance. Le monde semble entrer dans une phase de relatif équilibre. Voilà, donc on a l'avenir pour nous et l'histoire est terminée. C'est la fin de l'histoire, faute de combattants, parce que tout le monde est d'accord sur les éléments fondamentaux. Et puis on s'aperçoit, avec le temps qui passe, que c'est pas si simple, que l'histoire n'est pas terminée, bien au contraire, que l'histoire se remet en marche. Poutine avait été très touché par les attentats du 11 septembre. Et il était effectivement prêt, en surmontant la traditionnelle inimitié entre les deux pays, à faire beaucoup pour les États-Unis, à apporter de l'aide dans ces épreuves pénibles. Россия не понаслышке знает, что такое террор. И поэтому мы лучше всего
понимаем чувства американского народа. Обращаясь от имени России к народу Соединенных Штатов, хочу сказать, что мы с вами. Мы целиком и полностью разделяем и чувствуем вашу боль. Poutine, avec cette déclaration, espère bien aussi faire oublier le génocide tchétchène. Donc il réagit et il se dit donc ça va justifier notre action. Ils vont arrêter via les ONG, via les médias, etc. d'essayer de nous embêter. Donc il y a peut-être la possibilité d'un accord, d'un arrangement où la Russie, la nouvelle Russie qui se reconstruit, serait pleinement reconnue. Il a peut-être cru ça à un moment donné. Heute müssen wir fest und endgültig erklären: Der Kalte Krieg ist vorbei. Die europäische Integration betrifft, wir unterstützen nicht einfach diese Prozesse, sondern sehen sie mit Hoffnung an. Wir sehen sie an als ein Volk, das sich gut die Lehren des Kalten Krieges und Verderblichkeit der Okkupationsideologie angeeignet hat. En retour, en tout cas selon lui, il y a d'abord eu l'intervention américaine en Irak, une ingérence militaire illégale dans un pays indépendant et souverain, sans l'aval requis du Conseil de sécurité. La France, l'Allemagne et la Russie ont protesté, ce qui n'a pas empêché les États-Unis de réaliser cette opération qui s'est soldée par la mort d'1 million d'Irakiens. Et puis il y a eu la Géorgie et la révolution orange en Ukraine, soutenue activement par les États-Unis. Autrement dit, de son point de vue, il a tendu la main et on lui a craché à la figure. En septembre 2003, avec le soutien occulte des États-Unis et de peuples qui rêvent du mode de vie à l'occidental, c'est le régime d'une ancienne république d'URSS, la Géorgie, qui est renversé par la révolution des roses. Un jeune leader charismatique et pro-occidental, Mikhail Saakashvili, fait tomber le vieil apparatchik soviétique Shevardnadze. This is a velvet revolution, the greatest day in the history of this nation. Not a shot was fired, not a single shot. People overwhelmed and really removed the government by peaceful means. That's classics, you know, you're really European, I'm proud. Le scénario de cette révolution de couleur se reproduira en Ukraine en 2004 avec la révolution orange et au Kirghizistan en 2005 avec la révolution des tulipes, faisant vaciller les intérêts du Kremlin au cœur de sa zone d'influence. Avec les Russes, on n'a pas cessé de leur envoyer des messages, leur disant qu'on se méfiait d'eux, que l'Union soviétique disparue, rien n'avait changé, que de toute façon il fallait s'engouffrer dans la brèche et repousser l'influence russe le plus loin possible parce que de toute façon ils étaient dangereux. Tandis que se produisent ces soulèvements populaires, 7 pays se décident définitivement à rejoindre l'OTAN. Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and Slovenia. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization. La question russe, c'était toujours l'OTAN contre qui? Il y avait eu un pacte de Varsovie, il n'y avait plus de pacte de Varsovie. Contre qui? Pourquoi aller dans l'OTAN? Cette volonté expansionniste de l'OTAN et de l'Europe allait pourtant totalement à l'encontre des accords secrets, malheureusement uniquement verbaux, conclus entre Gorbatchev et Bush senior, suite à l'éclatement de l'URSS. Ces accords imposaient que les pays qui avaient une frontière commune avec la Nouvelle-Russie ne devaient en aucun cas intégrer l'OTAN. Quand les ex-républiques baltes de l'URSS sont entrées dans l'OTAN en 2004, l'OTAN l'a appelée la vague de transformation, alors qu'en Russie, on l'a nommée vague d'élargissement. Ce qui provoqua immanquablement une réaction d'Alexei Pouchkov, porte-parole des affaires étrangères de la Douma, l'Assemblée nationale russe.
L'OTAN entraîne de plus en plus de pays à l'intérieur de soi-même. Et après, le ministre de la Défense américain a dit « les armées russes sont aux portes de l'OTAN ». Oui, parce que l'OTAN est venue à partir de l'Allemagne jusqu'à la frontière russe, mais c'est l'OTAN qui s'est élargi dans la direction de la Russie. Et c'est là que nous considérons que c'est un danger important pour nous. Après l'OTAN, c'est au tour de l'Union européenne d'intégrer en son sein les États baltes et quelques autres pays issus du pacte de Varsovie. L'élargissement à la nouvelle Europe, c'est l'élargissement à un bloc profondément anti-russe, qui va d'ailleurs se rassembler autour de l'Allemagne. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, il y a un bloc est-européen extraordinairement plus puissant, dont l'adversaire, c'est la Russie. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup. L'Occident était convaincu qu'il pouvait gouverner le monde, non pas par des moyens militaires, à l'instar des empires d'autrefois, mais en combinant la domination économique et l'idéologie de l'universalisme. Si l'Occident avait travaillé avec Poutine dans un vrai partenariat économique, la Russie serait aujourd'hui membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais ils n'ont pas voulu une relation d'égal à égal avec la Russie. Dans les années 1999-2000, Poutine était probablement le plus pro-européen des hommes politiques russes. Certainement pas le plus pro-occidental. Ça n'a pas changé. Mais sûrement le plus pro-européen de toute l'histoire russe. Dès 2007, lors de la conférence de Munich, Poutine a livré le fond de sa pensée aux États-Unis. Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы. Хорошо, I run this freaking show. You think I can't speak English? There's nothing I don't know. I know that World War III nobody wants to see. So please EU and USA, don't mother suckers mess with me. Oh yes I can, 'cause I'm the president. Le discours de Munich en 2007 signe la première violente diatribe de Poutine contre la politique occidentale. Elle restera provisoirement sans suite, car jusque-là, Poutine ne s'était contenté que de remettre de l'ordre à l'intérieur de son pays. Mais la Russie a elle aussi des intérêts stratégiques. Comme les États-Unis et les principaux États occidentaux, la Russie doit faire preuve de sa capacité d'influence, car c'est bien de cela qu'il s'agit, des zones d'influence de chaque grande nation dans le monde. Pour la Russie, les intérêts sécuritaires passent avant les intérêts économiques. Et dans ce contexte, les rapports de la Russie avec les USA, l'Europe et les pays de l'OTAN font l'objet d'un éternel débat. Les Russes se sentent méprisés, encerclés, menacés de déstabilisation permanente, et les Occidentaux considèrent que Poutine est de plus en plus despotique. Pressé par l'aide libérale de son entourage et en guise d'apaisement envers les Occidentaux qui commencent à peser économiquement sur la Russie, Poutine, pragmatique, pousse son Premier ministre Dmitri Medvedev, un juriste connu pour sa modération, à lui succéder à la présidence du pays. Et Poutine, dans un jeu de chaises musicales, devient pour 4 ou 8 ans son Premier ministre, tout en donnant l'illusion qu'il s'est soumis aux règles de la Constitution. Dans les grandes villes du pays, la politique libérale de Medvedev, inspirée du modèle occidental, soulève dans la classe moyenne des espoirs de changement. Mais un événement va révéler que des tensions existent entre les deux têtes dirigeantes du pays. En août 2008, la Géorgie bombarde une province à la frontière russe. Medvedev, chef des armées, ne réagit pas. Poutine leur envoie à ses responsabilités alors qu'ils sont filmés par la télévision. Poutine se voit obligé d'assumer le rôle de chef de guerre, en principe dévolu au président. Medvedev
ne reste souverain que sur le terrain économique. Il devait rassurer les investisseurs. Or, les Occidentaux profitent de ses faiblesses plus qu'ils ne dialoguent avec lui. Durant la crise des subprimes de 2008, il ne peut empêcher la fuite massive des capitaux américains. La bourse russe décroche et ferme à plusieurs reprises. Mais c'est l'année 2011 qui se présente comme l'année de tous les dangers. Pour la crise libyenne, la Russie ne met pas son veto à l'ONU. Mais Poutine se rend très vite compte que la coalition franco-britannique présentée comme uniquement humanitaire a pour but ultime d'éliminer physiquement Kadhafi. Medvedev n'a rien vu venir et la Russie va perdre un allié clé. Poutine sait désormais ce qu'il veut. Il se fait désigner sans difficulté par son parti comme candidat pour la prochaine présidentielle. Les élections législatives de 2011 voient la victoire du parti de Vladimir Poutine. Mais l'opposition dénonce d'importantes fraudes électorales et occupe la rue, organisant les plus grandes manifestations depuis son arrivée au pouvoir. Le Premier ministre Poutine voit planer dans son propre pays le spectre d'une révolution de couleur. We've just witnessed a flawed Duma election in Russia, including efforts to halt the election monitoring. Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборам, сказала, что они нечестные и несправедливые. Хотя еще не получила даже материала БДИЧ, наблюдателя БДИЧ. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу. Selon le Kremlin, l'intelligentsia a fait preuve de traîtrise. Elle a été une ingrate qui ne faisait plus partie de la société. Nous leur avons donné les TV Plasma, les congés en Turquie et aux Fidji, la possibilité d'acheter des résidences à l'étranger, de faire tout ce qu'ils veulent dans leur lit, et même de nous critiquer dans leur blog ou petite station radio, de boire du café latte, ou s'acheter une Mercedes ou une Ford, d'utiliser les iPhones, les nouvelles technologies. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les gadgets qu'ils ont achetés grâce à nous, ils vont place Bolotnaya et écrivent sur Twitter « Chassons Poutine, c'est de la merde !» I mean, you can imagine the conversation with Putin. You know, he was prime minister after he was president, and then one day he says, Vladimir, you think you'd like to be president again? I think I would, actually. Why don't we just go announce it? We'll tell Dmitry that he can be prime minister. Excellent, excellent idea. So, yeah, we have a process, yes. Внимание, Москва и Владимир Poutine! Un mois plus tard, en mars 2012, Poutine a la satisfaction de remporter l'élection dès le premier tour avec 63% des voix. Et son premier ministre sera Dmitry Medvedev. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России. Здравствуйте, товарищи! Poutine est bel et bien de retour. Il n'est pas moins autoritaire, il l'est plus. Il n'est pas moins conservateur, il l'est plus. Il n'est pas moins militariste, il l'est plus. Tout cela est désormais revendiqué, cohérent et mis au service d'une vision globale. Ce qu'une grande partie du peuple russe voulait entendre, Poutine le dit enfin clairement. La Russie doit redevenir une grande puissance. Значит, вы понимаете, вот я все время это слышу. Россия хочет, чтобы ее уважали. А вы не хотите? А кто не хочет? Кто хочет, чтобы кого-то унижали? Странно даже вот такая постановка вопроса. Как будто это какой-то... Comment faire pour manifester que nous sommes une grande puissance?
La réponse qu'il avait apportée dans un premier temps, dans les années 2000, c'était en tendant la main aux États-Unis, en tendant la main à l'Europe, en disant « nous sommes des Européens ». Mais devant l'échec de cette politique, il construit une nouvelle conception des relations internationales. Interprétée comme un nouvel impérialisme, mais pas du tout, c'est une nouvelle conception des relations internationales, ce qui n'est pas du tout pareil. Le maître du Kremlin s'engage dans une vaste entreprise de reconstruction stratégique. Sa priorité va être de déplacer le centre de gravité économique de son immense pays. C'est donc cap à l'Est, avec la recherche d'un nouvel allié, la Chine. Il avait commencé dès 2004 à participer au groupe de Shanghai, groupe inventé par la Chine, pas du tout par la Russie, qui comportait uniquement des États asiatiques. Il s'est inséré dans les BRICS, dans l'ASEAN, dans tout le système d'alliances extra-européen, où, après tout, la Russie apparaît comme un partenaire plausible. Un grand événement s'est produit en 2012. Poutine, à peine devenu président, a commencé par une visite d'État en Chine. Poutine pense que l'Europe veut imposer à la Russie ses normes idéologiques. La Chine ne le fait pas. Et Poutine va plutôt payer l'hommage économique à la Chine, qui n'impose rien, que coopérer avec l'Europe, pourtant à la base de ses valeurs. Nos préoccupations stratégiques sont similaires. Nous sommes de grands pays en développement qui partagent les mêmes aspirations. Nous espérons tous deux devenir prépondérants dans un monde multipolaire. Pour la Russie, l'Europe est un grand marché. Mais la Russie a choisi une stratégie différente et s'est tournée vers l'Asie. Elle nous dit en substance, nous ne sommes pas dépendants de l'Europe, nous disposons de multiples débouchés alternatifs. C'est ce raisonnement qui a conduit à la signature d'accords avec la Chine. La Chine joue le jeu et devient rapidement le premier partenaire commercial de la Russie. Une coopération militaire est lancée, ainsi que de gros travaux d'infrastructure, comme la route de la soie. Parmi tous les projets communs, le plus ambitieux, celui de faire tomber l'hégémonie du dollar, est mené dans la plus grande discrétion. La Chine et la Russie achètent de grandes quantités d'or, commercent dans leur monnaie nationale et planifient de porter à long terme un coup fatal à l'empire du dollar. On peut avoir une alliance géopolitique momentanée sur certains sujets, être d'accord avec les Chinois pour dénoncer tel ou tel projet américain, utiliser l'économie chinoise pour faire telle ou telle chose. Il y a des accords, il y a des projets. Je ne pense pas que la Russie aille un jour jusqu'à une alliance contre le reste. Mais elle est tentée, elle est un peu obligée, tant qu'il n'y a pas une véritable alternative de l'autre côté. À présent, j'ai l'impression que nous avons mis la tête dans la gueule du tigre chinois. Et ce tigre est en train de réfléchir. Ce n'est pas dans leur intérêt de nous manger. Alors, ils vont juste jouer avec nous. Lorsque Xi Jinping est devenu président, sa première visite à l'étranger a eu lieu en Russie. Cela montre la connaissance et la détermination profonde des deux chefs d'État sur l'importance des rapports entre nos deux pays. Si la Chine représente un allié économique et diplomatique de poids, Poutine sait qu'il s'agit d'une alliance de circonstances. L'Empire du Milieu est en passe de devenir la première économie mondiale. Un jour ou l'autre, les intérêts des deux pays divergeront. Mais parallèlement à cette alliance avec la Chine, pour réaliser son rêve d'un monde multipolaire dans lequel la Russie aura un rôle prédominant, Poutine réactive une idéologie ancienne, l'eurasisme. Elle placera Moscou au cœur d'un nouvel ensemble économique constitué des anciennes républiques soviétiques d'Europe et d'Asie centrale, qui s'étendra de la Biélorussie à la Sibérie, en passant par le Kazakhstan et, si possible, par l'Ukraine. Philly said it's big. Look at the size of it, 5 times bigger than its neighbor, the European Union. Мы продолжим создание союзного государства с братской Россией, если она этого пожелает. Будем развивать тесное взаимодействие с партнерами в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому Беларусь будет и впредь активным игроком на постсоветском пространстве. Cet ensemble qui se veut solidaire, autosuffisant,
et ouvert sur le monde, pourrait s'imposer comme la plaque tournante des relations entre l'Europe et l'Asie. L'un de ces pays, le Kazakhstan, a une importance particulière, puisque c'est sa nouvelle capitale, Astana, ville à l'architecture avant-gardiste érigée en plein cœur de la steppe, qui a été choisie comme la future capitale de l'Eurasie. Cette ancienne république de l'URSS est dirigée depuis 26 ans par un chef d'État autoritaire, Nazarbayev, très proche de Poutine. Il lui sert de médiateur, comme récemment avec la Turquie. L'immense Kazakhstan est un pays très riche en matières premières, telles que le gaz, le pétrole et l'uranium. Il partage près de 7000 km de frontières avec la Russie et 1500 km avec la Chine. Une situation géographique parfaite pour être le centre de l'Eurasie. L'objectif de la Russie, c'est clairement, sur la base du volontariat, de reconstituer un ensemble géopolitique de, grosso modo, 200 millions d'habitants qui auraient une coopération militaire, une coopération économique commune, de manière, tout simplement, à peser sur les événements, exactement comme l'Europe entend peser à 500 millions, eh bien la Russie pourrait peser à 200 millions avec les Kazakhs, les Kirghizes, les Tadjiks, les Biélorusses, et puis avec les Ukrainiens, si ça avait été possible. Voilà, c'est raté. Au-delà du lien culturel et économique très fort qui unit la Russie et l'Ukraine, deuxième puissance économique de l'ancienne URSS, celle-ci revêt une importance géostratégique essentielle en direction de l'Europe. Mais ni les États-Unis, ni les dirigeants de l'Union européenne actuelle ne l'entendent ainsi. Au final, l'Ukraine, dont la vocation est d'être un pont entre deux mondes, est acculée à choisir un camp contre un autre. En 2014, l'Union européenne a traité avec l'Ukraine en disant « vous traitez avec nous, vous ne traiterez pas avec la Russie », ce qui était une déclaration de guerre. Мы с Евросоюзом 17 лет вели переговоры по условиям присоединения к ВТО. Теперь одним разом решили через Украину зайти на территорию Российской Федерации, на таможенную. Ну разве так делается? А на наш вопрос и наше предложение провести консультации нам ответили: это прямая речь, не ваше дело. Вот так разве решаются вопросы? Вообще. А в отношении России в частности. L'Union européenne a fait preuve d'une méconnaissance du problème abyssale. Et elle est très responsable. Je veux dire que les malheurs de l'Union européenne que l'on constate avec le Brexit, ils tiennent à ça, à son ignorance des peuples. L'accord d'association changerait les règles du jeu et transformerait l'Ukraine en un pays avec une politique et une économie européenne. Ce serait une menace terrible pour Poutine, car nos peuples sont vraiment proches. Et le succès de l'Ukraine vers un développement européen serait un scénario insupportable pour Poutine. Suite aux pressions du Kremlin, Yanukovych, qui avait été élu démocratiquement en 2010 face aux échecs des dirigeants libéraux de la Révolution orange, tourne finalement le dos à l'Europe pour intégrer une union douanière avec la Russie. Cette volte-face du président Yanukovych provoque un soulèvement populaire. Ce mouvement protestataire est au départ pacifique, mais la répression, entre autres, des forces spéciales ukrainiennes amène des groupes paramilitaires, nationalistes et néo-nazis, les seuls qui détenaient ou avaient reçu des armes, à s'affronter militairement avec les forces de sécurité ukrainiennes. La série de décisions prises tant à Moscou qu'à Kiev et à Bruxelles vont faire basculer le monde dans une nouvelle épreuve de force. Yanukovych a détruit l'armée ukrainienne. Par contre, il a très bien développé l'armée intérieure qui a été forcée de faire la guerre avec des ennemis internes, c'est-à-dire avec nous. Nous n'avions aucune chance de gagner. Mais nous avons gagné. Le 21 février 2014, après plusieurs semaines d'affrontements meurtriers sur la place Maïdan, l'opposition profite de l'absence du président Viktor Yanukovych pour s'emparer du Parlement. Les manifestations à Kiev ont été pour Poutine comme une sorte de réveil brutal. Ils lui ont montré qu'en Ukraine, qui est considérée comme une mini-Russie, des gens peuvent aller manifester et tout bonnement chasser un pouvoir qui n'est même pas communiste dans un pays sans goulag et dans lequel on ne meurt pas de faim.
И мы все с вами это тоже понимаем. Дураков-то нету. Мы же видели те же символические пирожки, которые раздавались на Майдане. Информационная поддержка, политическая поддержка. Это что означает? Полное вовлечение и Соединенных Штатов, и европейских стран в этот процесс по смене власти. Насильственной, антиконституционной смене власти. Les États-Unis ne se cachent même plus. Victoria Nuland, secrétaire d'État adjointe des États-Unis, vient ostensiblement distribuer des sandwichs sur la place Maïdan. Quelques semaines plus tôt, au cours d'une conversation interceptée par les Russes, elle avait lancé à son collègue des Affaires étrangères « Fuck l'Europe ». Pour Poutine, ne pas réagir, c'est la certitude de voir à court terme l'Ukraine basculer dans l'OTAN et de compromettre en partie le projet eurasiatique. C'est tout l'avenir de la Russie de Poutine qui se joue peut-être dans le secret du Kremlin. The new government of Ukraine has recently announced its plans to join NATO. Just imagine, say, that in the 1980s, the Warsaw Pact had expanded through much of Latin America. Mexico announced its plans to join the Warsaw Pact. How would the United States have reacted? Poutine s'invite en Crimée, une province autonome d'Ukraine composée à 90% de russophones. Jadis territoire russe, elle y a de nombreux intérêts. Elle possède notamment la base navale de Sébastopol,